recherche, les découvertes, l'aventure, la fantasia. Alors, Asslam Anasukol, je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui un autre invité de marque pour cette cinquième saison de Science and Philosophie qui m'interroge. C'est quoi être chercheur? Ça sert à quoi de faire de la science? Sami Lakhdar, Sabah Nour, صباح النور. صباح عليك سي محمد. Nahwal Sidi Labès. يسلم بفضل الحمد لله. Merci tout d'abord pour l'invitation, Mohamed. C'est vraiment très, très gentil et vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'interaction. Donc, brièvement, c'est Mélar, donc un chercheur au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique de base. Je suis directeur de recherche et professeur chargé du cours à l'école polytechnique à Palaiseau. Donc, je suis purement un produit purement tunisien. J'ai été formé à l'école tunisienne. Euh, Première secondaire PCDN, en bas après j'ai faculté des sciences de Monastir. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir faire une thèse, ce qu'on appelle une thèse en computer entre la Tunisie et la France, à l'époque, donc l'université de Versailles, Saint-Quentin-les-Vignes et l'université de Lucienne, où j'ai travaillé, j'ai fait une thèse en chimie. Et donc, à l'issue de cette thèse-là, je suis parti faire ce qu'on appelle un postdoc en Allemagne, donc à Munich, pendant 6 ans. Et donc là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la catalyse organique, donc ce qui a été, si tu te souviens, donc c'était le prix Nobel de 2021, Benjamin List et David Macmillan, grâce à leurs travaux dans ce domaine-là. Donc la catalyse, c'est-à-dire accélérer une réaction chimique en utilisant une petite molécule organique qui ne contient pas de métal, qui est stable, qu'on peut vraiment faire à grande échelle et tout. Donc au niveau intellectuel, c'était quelque chose de très intéressant. Et donc après, j'ai été recruté par le CNRS en 2012 où j'ai intégré l'université de Caen en Normandie en tant que chargé de recherche à l'époque. Et là, j'ai commencé à travailler sur la chimie de phosphore. Donc, on peut après parler un peu dans les détail, mais voilà, c'était vraiment un peu essayer d'établir, si tu veux, des approches qui sont simples, qui sont, on va dire, sustainable pour faire des molécules phosphorées et qui ont vraiment beaucoup d'importance dans le domaine médical, pharma, tout ce que tu veux. Et donc après, donc en 2020, en plein Covid, j'ai eu une opportunité d'aller à Toulouse, là où je suis actuellement. Donc à l'université Paul Sabatier à Toulouse, l'université de Toulouse-Torrent. Et donc j'ai créé mon équipe. Comme, donc, c'est l'équipe Catalyse photochimique organique COP, au sein du laboratoire d'hétérochimie fondamentale et appliquée à Toulouse, où je développe donc une thématique. Je continue à utiliser la lumière visible pour faire de la synthèse organique, pour faire des molécules. Et donc, l'ensemble de ces travaux-là, comme tu viens de mentionner, ont été couronnés par ce prix de l'Académie des sciences en 2024, donc ce qu'on appelle le prix Ménafil. En fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est un prix en fait partagé entre, donc c'est les académiciens de l'Académie des sciences françaises, bien sûr, qui nomment le chercheur, mais en concertation avec des industriels, et en l'occurrence avec l'industrie Minakem. Et donc, voilà, c'est de continuer à développer ça avec les étudiants. خارق العادة. أنا كما حكينا شوية في الأوف. Il y a une ligne directrice plus ou moins de l'interview, enfin de l'interview, du palabre هذايا. Mais là, tu me pousses à bifurquer direct. Parce qu'on parle de catalyse, on parle de la chimie du phosphore, etc. Et j'ai aussi entendu, là où, quand tu as commencé à te présenter, j'ai entendu les mots monastir, j'ai entendu le mot Silienne, Berlin, Rouen, Toulouse. ولا إذا كان لخصوهم تونس ألمانيا فرنسا. Une thèse en computer là aussi. Donc pour les jeunes chercheurs qui vont nous voir voilà, de ce côté peut-être dans quelques jours, est-ce que FAM a une différence fondamentale في le fait de travailler dans un laboratoire tunisien, في chimie, je veux dire, hein, et في Allemagne et في France, à ton propre avis, à ton avis. Ouais. Une courte réponse, oui. Donc après, si on peut rentrer dans les détails, bien sûr, c'est très différent en fait. Donc en Tunisie, moi, ce que je retiens de l'expérience tunisienne, entre guillemets, c'est qu'on est vraiment excellent, on est très bon dans l'information.
c'est-à-dire au niveau vraiment enseignement, etc. L'enseignement tunisien, du moins à la période de l'ANRF, Ton expérience c'est propre. vraiment Voilà. voilà. C'est vraiment très, très bien fait avec des enseignants qui sont passionnés, qui sont très didactiques dans l'ensemble, hein. Et donc, quand je suis parti vraiment faire ma thèse en France, j'avais pas vraiment ce problème vraiment de. Bon, il y a des matières que j'ai pas eu la chance d'étudier en Tunisie, mais ça, tu peux toujours vraiment prendre un cours, essayer, parce que la formation est là, tout ce qui est fondamental était préacquis, on va dire. Et donc, ça, c'est très important. Donc, après, pour la recherche, j'ai, voilà, comme toi, comme énormément de gens, je pense que tu peux faire des critiques par rapport à la stratégie de la recherche, on va dire. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense que si je regarde, par exemple, par rapport au recrutement des enseignants-chercheurs en Tunisie, Mhm. l'expérience postdoc, et n'est pas quelque chose de fondamental. Et on est presque le seul, si tu compares en dehors de l'Europe, aux États-Unis, si tu compares en Inde, en Chine, tu ne peux pas intégrer la fonction publique en tant que chercheur ou enseignant-chercheur dans ces pays-là sans expérience postdoc. Parce qu'on appelle la thèse, c'est une formation à la recherche, et le postdoc, c'est le perfectionnement. Donc, c'est là où tu dois vraiment attaquer un projet avec beaucoup plus d'input, on va dire, personnel. C'est là où tu vas maîtriser la langue, parce que généralement, bah, tu fais ta thèse dans un pays francophone, tu maîtrises plus ou moins le français. Mais là, et l'expérience, l'environnement, c'est vraiment un environnement complètement différent. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'en Tunisie, au moins ma perception, peut-être que les choses ont Mhm. évolué, c'est que généralement, on recrute une personne qui va continuer à faire ce que le père sait faire. Donc, Ouais. généralement, je suis professeur, je vais recruter généralement mon étudiant qui va continuer à faire. Et ça, pour moi, c'est pas ça la recherche. Il faut continuer des gens avec un sang neuf, qui ont une vision complètement différente et qui ont leur propre concept pour essayer vraiment de challenger ça. Parce que je pense que l'amalgame qui existe aujourd'hui, pas uniquement en Tunisie, mais dans pas mal de pays, c'est la différence entre la recherche et la science. Mhm. La science, c'est un corpus de connaissances éprouvées. C'est des choses qui sont vérifiées, qu'on a testées. Par exemple, je parle par exemple dans mon métier, dans la tienne. Il y a pas une personne aujourd'hui qui va challenger le concept de l'existence d'atomes ou la structure de pénicilline. Ce sont des choses extrêmement établies. La recherche, c'est vraiment chercher le challenge. C'est vraiment une sorte d'activité qui va t'amener en fait à tenter d'agrandir la science comme un corpus de connaissances. Et là, tu te poses des questions à laquelle tu n'as pas de réponses. Donc, tu Mhm. vas partir en fait armé de tes connaissances en essayant de répondre à quelque chose que les gens ne maîtrisent pas ou qui est vraiment un peu pas clair. Et c'est là où l'exercice. Donc, recruter quelqu'un qui va continuer à faire ce que tu sais faire, pour moi, ça pose un problème dans la démarche. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tout le monde fait ça, mais voilà ma façon de faire. Donc, en France, donc, si je fais maintenant vraiment en passant de la Tunisie à la France, donc si je résume brièvement, une excellente formation vraiment académique, didactique, tout ce que tu veux, mais je pense que l'approche de recrutement de nos chercheurs, la liberté qu'on donne aux chercheurs et les moyens, c'est encore à peaufiner et qu'il y a encore du trajet à faire. Ce n'est pas de critique, mais pour moi, c'est un constat tout à fait objectif. Donc Ah, maintenant, je regarde, oui, tu veux Samy, dire je quelque chose. voudrais te remercier d'emblée, comme ça. Je voudrais te remercier parce que tu es une des rares personnes qui n'a pas souligné l'histoire du budget, mais l'autre. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, on n'a pas d'argent. Et donc, ce que tu viens de dire est très, très important. C'est avant même de parler budget, c'est vraiment la logique et la stratégie de pensée recherche qui nous fait défaut, voilà, qui est caduque, Khalil Yankour. Ça me paraît pour moi tout à fait logique, parce qu'il n'y a pas en fait raison de voir des gens qui brillent à l'étranger, qui sont des Tunisiens, Ouais. et qu'on n'arrive pas à le faire sur place. Donc le problème budget, tu vois, ça vient pour moi, c'est voilà, un paramètre parmi d'autres. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus critique par rapport à ça et ne pas vraiment rentrer dans de sortes de débats un peu stériles par rapport à cette question-là. Je pense qu'on fait le constat et qu'il faut l'attaquer de façon rationnelle. On ne peut pas arroser tout le monde, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Et Absolument. en fait, l'action, etc., devrait être faite d'une façon pragmatique et d'une façon stratégique.
Il faut savoir où on va aller exactement. Absolument. Voilà, si je fais le lien, etc. Et ça, c'est une autre question, c'est pas spécifique à la Tunisie. Tu sais, c'est une sorte, vraiment, c'est le genre de débat. Moi, je vais dire en France, puis Allemagne et puis les États-Unis avec Trump. Absolument. Donc ces questions-là, ce sont des questions pour moi fondamentales et à laquelle il faut vraiment bien réfléchir. Parce que en fait, ça sert à quoi? À recruter une personne vraiment tout à fait brillante et qui vient avec vraiment, qui vient de grandes écoles avec l'expérience, thèse, postdoc et de lui dire bah, maintenant, il faut attendre ton tour. C'est pas Hum. le moment. On va être vraiment un PI, un Principal Investigator. C'est t'as pas l'âge. Pour nous, la perception d'un Principal Investigator, c'est quelqu'un qui a perdu ses cheveux, Hum. vraiment, qui a 50 ans, c'est là où il doit assumer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Absolument. Tu sais, il y a un prof suisse qui s'appelle Peter Chan qui était vice-président de l'UTH Zurich. L'UTH Zurich, c'est l'école polytechnique, vraiment une réputation qu'on poussait. Hum. Et donc, il a été posé cette question-là. On lui a posé cette question. En fait, ça, la réussite à l'UTH Zurich, ça vient de quoi? Tu sais, sa réponse était très claire. On recrute des gens brillants et on ne leur demande pas, on ne va pas leur dire tu vas faire ça et ça. Tu laisses la liberté. La liberté intellectuelle, c'est très importante et de donner confiance aux gens. Après, bien sûr, il y a des moyens d'évaluation. Tu ne vas pas signer un chèque pour quelqu'un et de dire ah ben, tu fais ce que tu veux. Non, tu vas évaluer son activité, son travail au fur et à mesure. Et c'est là où ça devient vraiment très important. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça nous manque beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage, en fait, entre la société et la science. Hum. Parce que voilà, on forme bien les gens, mais en fait, il y a un décalage entre ce qu'on donne comme formation qui peut répondre ou pas aux problématiques. Donc aujourd'hui, par exemple, le problème, par exemple, le major Figueres, c'est ou ce qui a été passé avant le Covid, et bien, il y a des femmes un gap énorme Ouais. entre les universitaires et entre les problèmes de société. Est-ce que cette recherche fondamentale, est-ce qu'elle a une utilité immédiate, future? Intika, Semi, comment tu vois la recherche fondamentale, indépendamment du système ولا de l'État اللي هي فيه de l'État نقصد في البلاد اللي هي فيها est-ce que la recherche fondamentale وحدها elle est utile. Je ne suis pas très convaincu par la recherche fondamentale et appliquée. Pour moi, il y a une recherche ouverte et une recherche fermée. Donc, tu reviens dans l'histoire. La physique quantique, on peut le qualifier comme étant une recherche purement fondamentale. C'est du mathématique, c'est de la physique. Mais tu vois très bien l'impact après. Le développement des sciences de matériaux, tout ça, il est issu à vraiment tout ce travail fondamental-là. Il y a un livre que moi, j'utilise toujours, je fais référence dans les conférences parce que je fais un peu de vulgarisation dans les lycées et vraiment un peu même dans des petits clubs, dans des petits villages, etc., où je parle de la chimie. Parce que la chimie, c'est un peu un sujet polémique pour la société. Et justement, les gens, la perception de la chimie pour la société est la pollution, etc., etc. Mais les gens oublient que c'est aussi les grandes révolutions, la médecine, etc. Et tout ce qui nous entoure, c'est de la chimie. Et moi, je parle de ça. Et en fait, il y a un livre qui s'appelle Le carré magique de Pasteur, Pasteur Magic Quadrant. Et donc, dans ça, Stokes, qui est vraiment l'auteur de ce livre-là, il fait une analyse justement par rapport à la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et il fait une sorte d'échelle. Donc, tu as en abscisse recherche fondamentale et tu as en ordonnée la recherche appliquée. Et donc, il fait le bout de la recherche fondamentale, Bohr. Bohr, c'est un physicien danois vraiment qui a vraiment développé des théories tout à fait impressionnantes. Et donc, ça, grâce à sa recherche-là, donc j'entends bien sûr mécanique quantique, etc., ça a développé, ça a eu vraiment des impacts très importants. Donc, ça, c'est une recherche fondamentale vraiment exceptionnelle. Pour des recherches appliquées, par exemple, Edison, top. Edison, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de physique, c'est pas un physicien. Mais grâce à ses travaux, bah, on a les lampes qui nous éclairent. Donc ça, c'est recherche appliquée. Donc c'est vraiment, on est dans l'innovation. D'accord? Et tu as en bas, il y a vraiment de l'échelle, donc une recherche fondamentale, une recherche appliquée, ce qu'il appelle lui le carré à éviter. Donc, Mhm. essayer de sauter un. Je vais travailler en anneau parce que c'est tendance. Je vais travailler sur ça parce que vraiment, le Covid, il faut chercher. Et on n'arrive pas à se positionner. Ça, c'est un carré à éviter. Et j'ai tendance à dire qu'il faut être très vigilant par rapport à ça.
parce qu'on ne peut pas travailler vraiment avec la même logique que les réseaux sociaux, avec les tendances. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas appliquer ça dans la chose. Et tu as le top, c'est-à-dire que vraiment le point d'intersection entre excellente recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur, tu as raconté le domaine interne, ben c'est vraiment Oui. quelqu'un qui a bouleversé. Et c'est aussi un excellent chimiste parce qu'il a contribué, par exemple, dans un contexte vraiment de la chiralité, etc. Donc, c'est une excellente recherche fondamentale et c'est une corrélée à une excellente recherche appliquée. Et il dit quelque chose que moi m'a beaucoup marqué. Il dit faire de la recherche, c'est innover, c'est chercher son carré. Et c'est ça vraiment qui est très important. C'est vraiment d'aller chercher son carré et d'avoir vraiment la passion. Et ça, c'est pour répondre à ta question. C'est-à-dire, euh, vraiment faire de la recherche, c'est ça, c'est la passion et vraiment essayer d'aller répondre à des questions vraiment qui ont été pas évoquées. C'est pas vraiment d'aller élargir vraiment des choses et de faire des choses triviales. Tu vois. Donc, moi, je le vois comme ça. Donc, vraiment chercher son carré et essayer vraiment de ne pas partir, de dire, bah, lui, il fait vraiment des choses purement théoriques, ça va mener nulle part. Donc, ça, c'est pas la bonne démarche. Alors, Samy, à la recherche du carré, à la recherche du bonheur, un petit chercheur, est-ce que faire ce métier, إذا كان نجم نسميه métier, est-ce que ça t'a apporté du bonheur personnel? Est-ce que tu aimes ce que tu fais ou là juste c'est un concours de circonstances, تمشي صباح ترى العشية. Non, c'est complètement différent de ça. Le métier de chercheur, dans l'absolu, c'est vraiment le métier de la تعملها هو il y a un journaliste qui dit ça d'une façon vraiment extrêmement claire. Il dit أحسن حاجة تعملها إنك تعمل الهوبي بتاعك quelque chose que tu aimes vraiment et tu es payé pour cela. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est la passion pour moi. Donc, être content, tu sais, ce concept vraiment de happiness, etc., c'est relatif. Et encore moins, en fait, dans notre métier, parce que notre métier, ça consiste quoi? Ça consiste de partir d'une hypothèse et après, tu es heurté systématiquement à l'échec. Pour reformuler l'hypothèse, on va à deuxième échec. Donc, tu ne peux pas vraiment, si tu cherches le bonheur, il faut que vraiment ce qui existe, et juste, je viens de le dire, c'est la passion. Si tu n'as pas de passion, tu vas lâcher complètement. Et c'est une expérience extrêmement difficile, en fait, parce que tu pars, bien entendu, armé, mais le corpus de connaissances, il mais tu pars, en fait, vraiment un peu dans le noir, parce que tu ne sais pas la réponse. Et c'est ça l'importance de la recherche. C'est-à-dire, tu poses une question, et en fait, ce qui va généralement, ce qui arrive vraiment dans la quasi-totalité de cas, c'est que tu tombes sur des choses, vraiment de la sérendipité. Tu es la recherche de la sérendipité. Et vraiment, c'est là où lui Passeur aussi dit quelque chose de très important, en fait. Et c'est là où ça fait la différence entre un chercheur et un autre. Et il dit que la chance ne favorise que les esprits bien préparés. Et c'est ça ce qui fait la différence entre un chercheur et un autre. Il y a un chercheur qui s'appelle Dan Shetman. Ce chercheur-là était à un certain moment aux États-Unis et il travaille sur les alliages des métaux, il travaille sur les cristaux. Et en fait, elle a tombé sur une structure qui n'obéit pas au savoir, qui n'obéit pas aux règles déjà connues. Et donc, il a discuté avec son chef et il a dit, je pense qu'on a découvert quelque chose qu'on peut appeler des quasi-cristaux. Et donc, la réaction de son chef était de lui donner un livre sur les cristaux. Il a dit, ben, je t'invite à lire ce que c'est, parce que apparemment, tu n'as pas le background de vraiment dans le domaine. Donc, elle est partie, elle a publié un article, et après, elle a commencé à présenter ça un peu partout dans les conférences, etc. Et une fois, elle a présenté ça devant un prix Nobel qui s'appelle Linus Pauling. Donc, Pauling, c'est le chimiste qui a le prix Nobel de chimie, mais aussi un prix Nobel de la paix. Et donc, quand elle a introduit ce concept de quasi-cristaux, tu sais, Pauling, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit il n'y a pas vraiment de cristaux et de quasi-cristaux, mais il y a des scientifiques et des quasi-scientifiques. Et donc, et donc après, bah, l'histoire, il a donné raison, il a eu le prix Nobel. Et donc, tu vois, comment tout ça, vraiment, ça te montre vraiment comment, imagine cette personne-là, comment elle a pu gérer la frustration. Et des collègues, son directeur de département lui a demandé de quitter le département. Parce qu'il dit, ben, tu nous fais honte devant toute la communauté scientifique. Et tu vois, donc tout ça, c'est vraiment, imagine, ben, cette personne a été mobilisée, donc elle devrait être super contente, etc. Mais imagine la frustration à l'instant T. Absolument. Alors,
Samy, là aussi, tu nous as parlé à la poursuite de patients, la gestion de la frustration, l'utilité immédiate et l'utilité dans des cas précis. Tu as été tour à tour co-tutelle معناها entre cercle في تونس وcercle في فرنسا. Tu as été étudiant, tu as été chercheur, tu es chef de groupe. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes étudiants tunisiens ou autres اللي باش يسمعونا واللي يخموا déjà في الgestion de carrière وشنو باش نطلع ou est-ce que ça sert ça sert à quoi de faire une thèse en sciences. Un petit le retour, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Bon, moi, je pense que quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est que il faut être dans le challenge par rapport à toi, par rapport à ce que tu sais faire, etc. Tu sais plutôt ça, l'idée هذه انه un prof قرا ولا كذا معناتها بالنسبه لي عنده une échelle وبارمي لي ستوديون اللي قراهم انت مثلا في الليشيل هذيك مثلا الموقع نتاعك 5000 donc t'imagines pas te voir évoluer etc. Je pense pour moi il faut ما ثماش انسان ينجم يعرف روحه اكثر من الانسان نفسه. Donc, tu es capable vraiment de juger les capacités intellectuelles, etc., d'aller vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Et je pense que se dire, par exemple, aujourd'hui, moi, je me souviens quand j'ai fait la faculté de sciences, en maths de physique-chimie, PC, quand la préparation à la chômage. Donc, تتذكر في l'âge interne, le milieu interne, etc. Et donc, si tu pars de ce principe-là, je ne veux pas arriver, tu n'arriveras jamais. C'est clair et net. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler, et je pense que les gens aussi, il ne faut pas se contenter d'un même travail un tas ordinaire. Il faut aussi d'exceller, il faut aussi vraiment ما ثماش حاجة تجيب سهل. ما ثماش معناتها tout à l'heure j'ai esquivé, on n'a pas eu le temps de comparer France, Allemagne, etc., etc. Mais c'est là en fait où tu te rends compte en fait des différences entre cultures, حتى في milieu académique, etc. Et donc, je pense que la recherche, c'est une opportunité. Tu évolues dans ta carrière. C'est une opportunité aussi parce que tu participes au savoir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Tu restes jeune parce que tu encadres de jeunes, tu interagis avec eux, etc. C'est quelque chose pour moi de fascinant. Et tu es toujours dans le challenge parce que tu es toujours à essayer de faire cette aventure-là, à de partir vraiment de quelle hypothèse et après, on va se lancer dans ton horizon. Donc, c'est une expérience, si tu veux, scientifique mais surtout humaine. Parce que tu ne peux pas avoir deux étudiants de même caractère. Et donc, parfois, tu tombes sur des gens, en fait, qui ne peuvent pas digérer facilement cette expérience-là, d'être heurtés systématiquement à les concepts, les textbooks. Alors, non, mais peut-être que ça, c'est pas tout à fait ça, etc. Et donc, essayer cette réaction-là, on va changer, peut-être que ça n'a pas marché, si on veut maintenant vraiment intégrer ce paramètre ou ce paramètre, pour moi, c'est fascinant. Et donc, pour moi, voilà, pour résumer tout ça, il faut aimer ce que, vraiment, ce que tu souhaites faire. Et il faut vraiment dire que, voilà, je ne suis pas vraiment là pour se dire dans 2, 3 ans, je dois aller mettre un assistant ou l'assistant, je un salaire. Non, c'est vraiment un trajet au twin. Aventure humaine. Est-ce que j'ai envie de le faire ou je suis pas vraiment, j'ai pas envie de le faire. Une aventure humaine. Sidi, ce fut un plaisir. Et Aïch Kessemi, très heureux. Suivez-nous. Il y aura beaucoup d'autres invités exceptionnels. Follow us. Tchuss!